Inquiétude à Val d'Isère, 6 skieurs sont portés disparus depuis lundi soir. Le mauvais temps rend les recherches difficiles. Il s'agit de 4 hommes et de 2 femmes d'une trentaine d'années, de bons skieurs selon leur entourage. Les rescapés du tunnel, 19 ouvriers pris au piège d'un incendie sur un chantier de l'A86 près de Paris ont frôlé la mort. Ils ont passé la nuit dans le tunnelier, l'engin étanche qui creuse la roche. Nouvelles interrogations sur la sécurité. Politique, la contre-attaque de Jacques Chirac. En difficulté dans les sondages, il change de ton face à Lionel Jospin. Le gouvernement porte une lourde responsabilité dans la montée de la délinquance, dit-il. La naïveté n'est pas une excuse, mais une faute. La grève demain des infirmières scolaires, l'enquête de cette édition sur des adolescentes à la dérive au cœur de Paris, sans toit ni loi. Elles ont entre 13 et 15 ans, vivent seules, ne vont plus au collège. Personne ne semble vraiment s'en occuper. C'est l'un des plus importants courants artistiques du XXe siècle, la révolution surréaliste. Vaste rétrospective à Beaubourg, 600 œuvres, 60 artistes. C'est jusqu'au 24 juin. Bonsoir à tous, merci de votre attention. C'est une opération de grande ampleur qui est actuellement en cours pour tenter de retrouver un groupe de skieurs dans les Alpes. Ils sont 6 donc, âgés de 25 à 35 ans, originaires de la région lyonnaise, venus skier sur l'immense domaine de Val d'Isère et de Tignes. C'était lundi, depuis plus de nouvelles. Sur place, reportage Didier Guyot, Thierry Simonet. C'était il y a 2 heures à peine. Une trentaine de pisteurs, de secouristes, de moniteurs et de gendarmes embarquaient sur des chenillettes. Avec eux tout le matériel nécessaire afin de sonder une avalanche tombée non loin de là. Les recherches devraient durer toute la nuit. Mais une avalanche parmi beaucoup d'autres sur un espace qui s'étend sur 25 km². Sur le domaine skiable classique, oui, on les aurait trouvés déjà, parce que le domaine skiable classique, les pistes, elles sont ouvertes, elles sont fermées, on les rencontre. Par contre, s'ils sont sur des pistes fermées et en hors-piste, là, c'est complètement différent. Et la zone est tellement grande, tellement vaste, dans l'espace Kili, il y a 12 000 hectares. Cet espace Kili, les 6 amis avaient décidé de le parcourir toute la journée de lundi. L'un d'entre eux était venu dans ce magasin louer des skis. Le matériel n'a pas été restitué. Ils devaient rester 2 jours et nous les rendre donc hier soir. Et hier soir à 20 h, la gendarmerie de Val d'Isère nous a appelés pour savoir si les skis avaient été restitués. Et à ce jour, on n'a rien eu et on n'en sait pas plus. Venus de Lyon, leurs voitures n'ont pas bougé. Dans leur appartement, les gendarmes ont retrouvé toutes leurs affaires ainsi qu'un chien qu'ils avaient laissé pour la journée. Depuis qu'ils sont partis skier, rien, plus de nouvelles. Certains nous ont donné des zones précises qu'on a fouillées par hélicoptère, ça n'a pas abouti. On en a d'autres, donc on continue, on a plusieurs indices, mais ça reste très vaste. Profitant de quelques éclaircies, des hélicoptères dans l'après-midi ont survolé les cimes, mais aucune trace des 6 disparus. Par contre, les secouristes ont constaté de nombreux départs d'avalanche. C'est un peu rechercher une aiguille dans une meule de foin, nous confiera un pisteur de Val d'Isère. Bonsoir Virginie Fichet, vous êtes sur place, est-ce que vous m'entendez? Ça y est, moi j'entends. Virginie? Moi je l'entends sur mon casque. Alors nous rentrerons en liaison avec vous tout à l'heure pour avoir d'autres précisions sur les recherches qui se poursuivent encore malgré la nuit. À la montagne toujours, cet accident tragique cette fois au Ménuire. Une fillette de 5 ans a eu le poignet sectionné hier par ce qu'on appelle un fil-neige, cette sorte de téléski pour les tout petits. Sa main a été coincée entre la corde et la poulie. Elle faisait partie d'un groupe de 8 enfants encadrés par 2 moniteurs. Les chirurgiens ont tenté une greffe hier à l'hôpital de Grenoble. Nouvel essai avec Virginie Fichet. Virginie, vous nous entendez? Voilà, toujours un petit souci. Nous la retrouverons donc tout à l'heure. De quoi alimenter à nouveau le débat sur la sécurité dans les tunnels. 19 ouvriers ont été bloqués toute une nuit par un incendie dans le chantier du tunnel de l'autoroute A86 à Rueil-Malmaison, une sorte de super périphérique autour de Paris. Le feu a pris hier soir dans un camion de chantier, rendant l'accès des secours impossible. Les ouvriers doivent leur vie à leur sang-froid et à leur bon réflexe. Patrick Fandiot, Paul de Genève. Une nuit d'angoisse, une grosse frayeur. Ils n'ont rien oublié de leur soirée. 7 heures, bloqués sous le tunnel de l'A86, piégés par le feu. Une fois que l'alerte a été donnée et qu'on a vu qu'on ne pouvait pas maîtriser le feu au milieu du tunnel, alors on s'est réfugié au point de rassemblement comme prévu. Le seul impératif, nous, était de garder une bonne qualité d'air et puis d'entretenir un peu le moral et d'attendre. On savait que le secours allait arriver, après c'était une question de temps. Dirigés vers les hôpitaux tôt ce matin, les 19 ouvriers vont subir des tests. Rien de bien grave, une très légère intoxication au monoxyde de carbone à la sortie du tunnel enfumé. 2 pompiers vont être également intoxiqués. Pour les sauveteurs,
Si tout s'est bien passé, c'est grâce au sang-froid des ouvriers qui ont respecté toutes les procédures de sécurité. Voici ce qui leur a sauvé la vie. Le tunnelier, un appareil qui sert à creuser le tunnel. Des sas de sécurité y sont prévus en cas d'incendie. Lorsque l'incendie s'est déclaré, conformément à nos procédures, l'ensemble du personnel s'est regroupé et s'est réfugié à l'intérieur des sas étanches et autonomes qui se situent à l'avant de la machine et qui permettent à ce personnel d'attendre en toute sécurité les secours. On ne sait toujours pas comment et pourquoi un camion-tracteur a pris feu dans le tunnel. 2 enquêtes administratives et judiciaires sont en cours. Le chantier est suspendu pour une durée indéterminée, mais les constructeurs affirment que le tunnel ouvrira bien en 2004, comme prévu. Rien à voir avec le tunnel du Mont-Blanc, dont l'ouverture n'est pas remise en cause. C'est ce qu'a déclaré le ministre des Transports, Jean-Claude Guessot, aujourd'hui. En revanche, l'ouvrage lui-même est contesté depuis plusieurs années par de nombreuses associations. Elles s'inquiètent précisément des conditions de sécurité sur l'A86. Mathias Lyon. Dans le même tunnel, 2 chaussées à sens unique l'une au-dessus de l'autre. Hauteur du plafond 2,55 m, trop bas pour l'intervention de véhicules de secours classiques. Pour les associations de riverains, l'accident était prévisible. Ça s'est passé avec du personnel formé aux problèmes de sécurité et malgré ça, les types ont été bloqués pendant des heures. On a vu dans quel état ils sont sortis. Il y a des blessés parmi les pompiers. Qu'est-ce que ça sera le jour où ce seront des gens comme vous et moi? En mars 99 déjà, ce médecin du SAMU dénonçait l'exiguïté du tunnel. Lorsque le patient se trouve allongé sur le brancard et qu'on a besoin de faire des compressions thoraciques, on a toujours besoin d'une grande hauteur. Si nous étions dans un véhicule de petite taille, on serait obligé d'arrêter le véhicule, de sortir le brancard et de faire les gestes dehors sur la voie publique. Pour la société maître d'œuvre, la sécurité du tunnel est assurée grâce à des engins de secours prototypes très bas, des niches de sécurité tous les 200 mètres et 350 caméras de surveillance. Pourtant, après la tragédie du Mont-Blanc, un rapport des Ponts et Chaussées recommandait la construction d'un second tube sur cette portion de la 86. Nouvelle manifestation de policiers municipaux à Paris. Ils étaient entre 2000 et 3500 selon les sources. Ces agents estiment que leur mission se rapproche de plus en plus de celle de la police nationale. Ils réclament donc les mêmes moyens, notamment le port d'armes. Actuellement, vous le voyez, il n'est accordé qu'à 60% d'entre eux. Ils demandent aussi la retraite à 55 ans. Christelle Bertrand, Didier Dahan. L'appel au rassemblement était national, mais seulement 2 à 3 000 policiers municipaux sont montés à la capitale. À l'origine, chargés de l'îlotage et des contraventions, le métier a évolué. Aujourd'hui, les policiers municipaux estiment faire un travail de policier à part entière, sans les moyens. La plupart de mes collègues ne sont pas armés, pas de gilet pare-balles. On a de plus en plus de compétences, au même titre pratiquement maintenant que la police nationale. Pour la première fois, tous les syndicats marchent d'un même pas vers une demande d'amélioration des conditions sociales. Un policier national, par exemple, part en retraite à 50 ans avec en moyenne plus de 600 € de plus qu'un policier municipal, alors que celui-ci ne peut partir en retraite qu'à 55 ans. Nous disons qu'à risque égaux, nous devons bénéficier du même régime social que la police nationale. De plus en plus, les policiers municipaux ont le sentiment de pallier les carences de la police nationale, dont certains syndicats soutiennent le mouvement. Je crois que quelque part, on fait tous le même travail. On est là pour sécuriser la population et on est surtout là pour permettre aux gens d'avoir une sécurité certaine. À la Bastille, le cortège s'est arrêté un long moment. Les manifestants attendaient une réponse du ministre de l'Intérieur qui finalement n'a pas voulu recevoir de délégation. Mais les policiers municipaux n'ont, semble-t-il, pas encore dit leur dernier mot. La sécurité, cette fois dans la campagne électorale. La sécurité, c'est le terrain qu'a choisi Jacques Chirac pour passer à l'offensive contre Lionel Jospin. Très net changement de ton, fini le consensus. Lors de cette visite à Strasbourg, le président de la République est revenu sur les regrets du Premier ministre. Lionel Jospin avait confié dimanche qu'il avait été naïf sur ce sujet de la sécurité. Écoutez la réplique très vive de Jacques Chirac. On n'a pas eu le courage et la volonté de combattre l'insécurité avant qu'elle ne prenne les proportions que l'on connaît aujourd'hui. Au cours des années récentes, on l'a laissé monter, sans oser prendre les décisions nécessaires pour l'endiguer. Et c'est la raison pour laquelle je n'hésite pas à dire que le gouvernement actuel porte une lourde responsabilité. Vous savez,
La naïveté n'est pas une excuse. Et même en l'occurrence, c'est une faute. Et Jacques Chirac a aussi dénoncé la réduction du budget de l'armée. Alors ce changement de ton a une explication. La campagne du président de la République traverse une passe difficile. Les derniers sondages le donnent battu. Et depuis plusieurs jours, beaucoup de ses proches le pressaient d'accélérer le pas. Arnaud Boutet. À Strasbourg, il y a le bain de foule, les cris de joie, les mains tendues. Mais les images cachent aussi un malaise. Ici, les militants s'interrogent. Comment est-ce que vous sentez démarrer cette campagne de Jacques Chirac? Comment vous la sentez? Doucement, doucement. La campagne rajoute plutôt de la confusion. Il n'y a pas de propositions nouvelles. Tout le monde dit un petit peu la même chose. Pour l'instant, je trouve que ça manque un peu d'ambition, ça manque de projet. Un début de campagne difficile. Il y a la caricature des guignols de l'info avec Chirac super menteur. Et puis les invectives. À Mantes-la-Jolie, Jacques Chirac était venu parler de sécurité, mais on retiendra surtout la bousculade et les crachats. Au tapis rouge, le QG de campagne, on dédramatise. Mais ici, l'ambiance ne serait pas toujours à la fête. En ligne de mire, il y a l'Élysée et Claude Chirac, la fille du président. Certains lui reprochent de tout organiser dans le plus grand secret. Aujourd'hui, 4 sondages sur 5 donnent Jacques Chirac perdant au second tour. Alors pour certains Chiraciens, il faut vite réagir. Le candidat Chirac doit faire preuve davantage encore que les autres de discernement et de précision dans ses propositions. Chiffrées, datées, précisées. La campagne de Jacques Chirac se déroule selon le plan qu'il s'est fixé. C'est une campagne de fond. Et c'est une campagne qui ne peut pas porter ses fruits tout de suite, puisque c'est une campagne de projet, une campagne d'explication. Le message semble compris. Jacques Chirac multiplie les déplacements en région. Et dès cet après-midi, il a décidé d'attaquer le bilan de Lionel Jospin. Et Jacques Chirac, qui à Strasbourg a aussi évoqué l'Europe, il souhaite l'adoption d'une constitution européenne par référendum en vue d'une fédération d'États-nations et la création d'un poste de président de l'Union. Lionel Jospin, pendant ce temps, a participé à un conseil politique dans son atelier de campagne, selon le terme consacré. Mot d'ordre à ses troupes, prudence, rester mesuré et modeste face aux bons sondages. Fin de citation. On évoquait les difficultés de Jacques Chirac. Un homme espère, lui aussi, en tirer profit et relancer ainsi sa campagne. Jean-Pierre Chevènement, meeting important hier soir à Paris. Jean-Pierre Chevènement qui, plus que jamais, renvoie dos à dos les deux favoris. On l'écoute. Mes chers compatriotes, le choix n'est pas entre la démagogie sans frontières de l'un et le pragmatisme sans boussole de l'autre. Il est entre la résignation d'une part et le sursaut républicain de l'autre. Je suis libre. Je suis intégralement libre. Je ne fais partie d'aucune écurie. Je ne suis pas un rabatteur de voix. Je ne suis candidat à aucun autre poste que celui de président de la République. Enfin, autre campagne difficile, celle de Robert Hue. Le candidat communiste est dépassé dans les enquêtes d'opinion par Arlette Laguillet. La crise d'identité du PC ne semble pas terminée. Françoise David, Bernard Connor. Ah, non, vous pourrez aussi à l'occasion de ce meeting, pourquoi pas adhérer, oui, bien sûr. Un coup de fil qui fait plaisir à quelques heures de la venue de Robert Hue à Nancy. Le candidat communiste poursuit son tour de France, mais malgré la mobilisation des militants, il semble souffrir, comme d'autres candidats du premier tour, du dialogue à distance entre Jacques Chirac et Lionel Jospin, et ce en dépit de son mot d'ordre. Bonjour, pour une autre politique à gauche, Robert Hue. Le dirigeant communiste plafonne dans les sondages à environ 6% et se fait distancer par Jean-Pierre Chevènement, mais aussi par Arlette Laguillet. De toute évidence, il faut se ressaisir. Nous, on veut être audible. On veut être utile et crédible. On a besoin de gagner sur la crédibilité. Il ne suffit pas de crier le plus fort. Il faut montrer qu'on a des possibilités de pouvoir s'en sortir et possibilités de faire des propositions. Robert Hue alterne meeting et réunions de proximité comme ici dans le bassin minier de Lorraine. Mais les militants communistes vieillissent et les jeunes ne viennent pas. Pour se faire entendre, il faudrait peut-être que le PC parle plus de lui que des autres. Ça, c'est la voix du mineur. Hein. Je pense qu'une campagne électorale bien menée consiste à faire valoir, faire connaître et
défendre ses propres propositions. Robert Hue va donc égrener ses priorités et notamment son plan d'urgence contre les inégalités. Il condamne la dérive social-libérale du PS. Il y a la possibilité, si des hommes et des femmes, même quand ils ne partagent pas toutes mes idées, ont envie que la gauche reste la gauche, il y a la possibilité effectivement de progresser. Le candidat affiche donc un certain optimisme, mais la route vers les 9% de 1995 semble encore longue. L'actualité à l'étranger, c'est d'abord ce soir et encore le Proche-Orient. Pas d'accalmie dans les représailles israéliennes. Bombardements intensifs la nuit dernière sur la Cisjordanie et Gaza. Raids et incursions aujourd'hui. Au total, on recense 7 Palestiniens et 2 Israéliens tués. Par ailleurs, 2 kamikazes ont été tués alors qu'ils s'approchaient de barrages militaires israéliens. L'attentat suicide reste l'arme privilégiée des Palestiniens. Fait nouveau, l'apparition des femmes. Mercredi dernier, c'est une étudiante issue d'un milieu aisé qui a provoqué la mort de plusieurs personnes sur un barrage militaire près de Ramallah en Cisjordanie. Sur place, Alain de Chalvron, Jean-François Renou. Devant le sigle des brigades Al-Aqsa, Darin Abou Aïcha explique le geste qu'elle s'apprête à accomplir. Quelques heures plus tard, elle va actionner sa ceinture d'explosifs à un barrage israélien. Elle avait 22 ans et allait être diplômée en anglais. Dans la maison familiale, à Beit Wazan, près de Naplouse, Wafika, la mère de Darin, reçoit les condoléances comme le veut la tradition. Darin n'avait pas averti sa famille de son geste, mais ce ne fut pas une surprise totale. Elle me disait que les mouvements islamistes dont elle était proche refusaient les candidates kamikazes. Elle désapprouvait cette position car elle pensait que les femmes devaient prendre une part plus active à l'intifada. Elle s'est donc tournée vers les brigades Al-Aqsa, mouvement laïque, proche du Fatah. Les brigades venaient de créer une section kamikaze féminine et ont donc accepté Darin sans hésiter. Hommes et femmes souffrent tous de l'occupation. Il est donc normal qu'ils combattent ensemble. Les femmes ont toujours leur place dans la résistance palestinienne. Le sacrifice de Darin a marqué la société palestinienne. Pour les jeunes femmes, les étudiantes en particulier, elle est devenue une héroïne. Darin est devenue un modèle de sacrifice pour la patrie. Chacune d'entre nous veut suivre son exemple. Souvent, j'ai pensé faire la même chose, si ça peut servir notre cause. Est-ce à dire que toutes les jeunes femmes de Palestine vont se transformer demain en kamikazes? Sûrement pas, mais le tabou est brisé. Ces femmes sont comme une partie intégrante de la société et elles n'acceptent plus d'être écartées. Elles veulent être l'avant-garde de la lutte contre l'occupation. Darin Abou Aïcha a désormais son portrait affiché sur les murs, à l'instar des hommes kamikazes. Devant l'escalade de ces derniers jours, le monde a les yeux rivés sur Washington, seule capitale capable, semble-t-il, de peser sur les cours de choses. George Bush, qui rencontrait aujourd'hui le président égyptien Moubarak, a parlé de grande inquiétude, de nouveaux efforts pour la paix, mais n'a évoqué aucune action concrète. L'opération Anaconda en Afghanistan, suspension des bombardements aujourd'hui. L'armée américaine a autorisé la diffusion des premières images de cette offensive sans précédent contre les forces d'Al-Qaïda. Les soldats américains racontent avoir eu la peur de leur vie. À Washington, Étienne Lénard. Des hélicoptères acheminent les forces spéciales américaines vers leur position de combat. Les visages sont tendus. Pour la première fois, l'Amérique et le monde entrevoient la guerre en Afghanistan. Soigneusement choisies par le ministère de la Défense, ces images de l'opération Anaconda dans les montagnes au-dessus de Gardez ont été tournées il y a 48 heures. Plusieurs centaines de combattants talibans ou membres d'Al-Qaïda continuent d'opposer une résistance féroce aux Marines américains. D'où viennent ces tirs, demande un soldat. Certains reconnaîtront avoir eu la peur de leur vie, d'autres racontent leur guerre devant l'objectif. J'ai tout de suite pensé, ces types essayent de me tuer. Et puis après, c'est l'instinct qui parle. On a riposté. Dans ces cas-là, vous n'avez pas le temps de penser. La tête baissée, bien visée. J'espère que j'en ai descendu. Pendant 3 jours, sans discontinuer, les avions américains ont pilonné les positions de ces combattants retranchés dans des grottes. Les autorités américaines affirment en avoir tué près de 400. Mais les images mises à disposition ne montrent aucun corps ni aucun prisonnier.
La mort de l'officier Neil Roberts, elle aussi, a été filmée par un avion de reconnaissance. Mais ces images-là ne sont pas publiques. L'une des 7 victimes américaines de la journée de lundi serait tombée de son hélicoptère avant, semble-t-il, d'être exécutée au sol par 3 combattants. L'opération Anaconda se poursuit. Les Américains disent avoir l'avantage, mais ils disent aussi avoir envoyé 300 hommes supplémentaires en renfort. Et à Kaboul, la mort de 5 soldats de la force internationale, 2 Allemands, 3 Danois. Ils tentaient de désamorcer 2 missiles solaires de fabrication russe, saisis quelques jours plus tôt. Je vous rappelle que 4500 hommes venus de plusieurs pays participent à cette force. Lundi prochain, nous serons le 11 mars, 6 mois jour pour jour après les attentats. Une cérémonie du souvenir sera organisée à New York, sur le site du World Trade Center, avec notamment l'installation d'une sculpture lumineuse, 80 projecteurs qui vont recréer une tour de lumière à l'emplacement précisément des Twin Towers. On l'évoquait dès hier soir, une féroce bataille commerciale est en cours sur le marché de l'acier. Après la décision américaine de taxer les importations, la plupart des capitales européennes, y compris Londres, c'est assez rare, dénoncent cette décision. Céline Crespi, Christophe Nédard. Coup de chaud entre les États-Unis et l'Europe, la guerre de l'acier est déclarée. Pour protéger leur industrie sidérurgique, les États-Unis élèvent des barrières douanières jusqu'à 30% de taxes. Des mesures protectionnistes inacceptables pour les Européens. Ils dégainent et demandent l'arbitrage de l'Organisation mondiale du commerce. Le marché mondial de l'acier, à nos yeux, ça n'est pas le Far West où chacun peut se servir sans que le shérif intervienne. Le shérif, c'est l'OMC. Ce nouveau conflit commercial confirme le double langage des États-Unis. Champions du libéralisme dans le discours, ils changent la règle du jeu pour préserver leurs intérêts. Les Américains sont aussi protectionnistes quand ça les arrange et quand ils ont des troubles politiques et sociaux. Oui, les Américains défendent chèrement leur peau quand ils se sentent acculés, quand ils se sentent menacés. L'administration Bush a cédé aux pressions du lobby sidérurgique. 60 000 salariés sont menacés de licenciement et 600 000 retraités inquiets pour leur pension. Problème, en fermant la porte aux importations, les États-Unis renvoient les excédents d'acier sur les autres marchés, notamment européens. Si tous les tonnages qui étaient aujourd'hui expédiés aux États-Unis se retrouvaient en Europe, la sidérurgie serait dans une situation difficile. Ces 30 dernières années, la sidérurgie européenne s'est profondément restructurée au prix d'efforts très douloureux. Elle n'a pas l'intention de payer une deuxième fois pour la restructuration américaine. On votait aujourd'hui dans la très catholique Irlande, référendum pour durcir la législation anti-avortement. Il s'agit de l'interdire même dans les cas les plus extrêmes. Il faut rappeler qu'à l'exception du Portugal, où les textes sont toutefois plus nuancés, l'Irlande est le seul pays de l'Union à condamner l'avortement. Sur place, Laurent Boussier, Dominique Marotel. Jusqu'au bout, Owen aura fait son travail de militant et appelé à voter non à ce référendum qui propose donc un durcissement de la législation anti-avortement irlandaise, déjà l'une des plus restrictives d'Europe. C'est aux femmes de choisir et non pas aux évêques et à de vieux politiciens qui décident pour elles. L'avortement devrait être libre. Il y a déjà 7000 Irlandaises qui vont chaque année en Angleterre pour subir l'opération. L'avortement est interdit en Irlande, sauf lorsque la vie de la mère est en danger. Mais il y a 10 ans, la Cour suprême avait autorisé une adolescente de 14 ans, violée par un de ses proches, à avorter parce qu'elle menaçait de se suicider. L'objectif du référendum d'aujourd'hui, voulu par le gouvernement et approuvé par le clergé, consiste donc à interdire l'avortement, même dans le cas d'une femme présentant des tendances suicidaires. Dans des situations aussi dramatiques, et même pour une jeune fille de 13 ans, c'est surtout l'aide et le soutien moral qui sont nécessaires. Certainement pas un avortement traumatisant. Voici le bateau que prennent chaque année plus de 7000 Irlandaises pour aller subir une IVG en Angleterre. Et si Helen parle de son voyage à visage caché, c'est qu'ici ce geste est encore très mal perçu. C'est de l'hypocrisie. L'avortement est illégal en Irlande, mais le gouvernement sait bien que les femmes vont en Angleterre pour l'opération, et il ferme les yeux. Autre paradoxe, alors qu'hier un violeur multirécidiviste a été condamné à 3 ans et demi de prison, le projet de loi soumis aujourd'hui à référendum prévoit une peine de 12 ans d'emprisonnement pour qui aide ou pratique un avortement illégal.
En France, manifestation et grève demain des infirmières scolaires. Dans le sillage de leurs collègues libérales ou hospitalières, elles réclament des revalorisations de carrière et de salaire. Les infirmières scolaires sont 5000 en France environ. Elles sont de plus en plus sollicitées. Nicolas Châteauneuf, Claire Feinstein. C'est pourquoi la grève? Alors c'est parce qu'on n'est pas sûr que si ça continue comme ça, il y a encore des infirmières scolaires dans les établissements. D'habitude, ce sont les élèves qui viennent la voir. Mais aujourd'hui, Isabelle va à leur rencontre pour annoncer qu'elle fera grève demain avec ses collègues infirmières pour exprimer sa lassitude. Être infirmière à l'éducation nationale, c'est pas reconnu au niveau du salaire, oui. Donc là, ras-le-bol, et qu'aujourd'hui, je me demande si je vais continuer à rester à l'éducation nationale. Après 8 ans de carrière, Isabelle touche 1260 €. À diplôme égal, à l'hôpital, elle gagnerait 1700 €, soit 440 de plus. Difficile dans ces conditions de susciter de nouvelles vocations. On va voir comment ça évolue, d'accord. Dans ce lycée, on compte 1800 élèves. Ce matin, Isabelle travaille en duo avec sa collègue Catherine, mais la plupart du temps, elles doivent assurer toutes seules jusqu'à 160 soins par jour. On a la tête depuis quand? Oui, bonjour. Oui, donc j'ai joué au volley, puis quand j'ai lancé le ballon... Ce matin, c'est le défilé, des petits bobos jusqu'aux problèmes personnels. Qu'est-ce que tu t'es fait? Il faut connaître les élèves. Et c'est vrai que cette connaissance-là fait qu'on peut détecter des choses qui ne vont pas chez eux ou qui ne vont pas bien. Et c'est pas une seule fois qu'en général se confie un élève. La reconnaissance de ce statut particulier et des salaires plus élevés pour les infirmières scolaires, ce sont les seuls remèdes contre la fièvre qui gagne leur profession. Des infirmières qui peuvent avoir un rôle d'alerte ou de garde-fou. C'est le cas notamment en ce qui concerne les fugues ou la délinquance. Pour les jeunes filles que vous allez découvrir, il est sans doute déjà trop tard. Elles sont encore très jeunes, entre 13 et 15 ans, mais l'école n'est déjà plus qu'un souvenir. Le vol, la drogue, la violence font partie de leur quotidien. C'est l'enquête de cette édition sur ce qu'on appelle les bandes de filles, en l'occurrence à Paris, dans le 19e arrondissement, où elles sont connues et craintes. Enquête signée Jérôme Soulard, Nabila Laïb, Annie Triboire. La place des Fêtes dans le nord-est de Paris, c'est la cour des miracles. Du matin au soir, ils sont une cinquantaine, bruyants, menaçants quelquefois. Des garçons, des bandes de filles aussi, avec leurs codes, leurs règles. Pour vivre tranquille ici, il faut gagner le respect, celui des autres. Même si il faut se battre avec un garçon, même s'il se peut qu'on aura une jambe cassée ou un bras cassé, il faut se battre. Sinon, c'est à partir de là qu'on respecte ou pas. Des adultes silencieux, craintifs. Des jeunes filles en quête de reconnaissance qui n'hésitent plus à faire leurs preuves sur le terrain des garçons. Les vols de voitures, de scooters, de portables, agression. Il faut avoir l'envie d'aller voler quelque chose, d'aller taper quelqu'un. Ça, c'est ce qu'on appelle l'amour du risque. Ils ont envie d'aller faire ça ou ça. Ces bandes de filles délinquantes ne sont pas difficiles à trouver. Elles sont toujours là, par 2 ou 3, devant le collège. Après plusieurs tentatives manquées, 2 d'entre elles, les plus connues, nous ont fixé rendez-vous dans cet hôtel où elles ont trouvé refuge depuis 2 jours. Une suite à 100 € la nuit, payée, paraît-il, par des amis protecteurs, des garçons plus âgés. Je ne voudrais pas qu'on reste dans la rue en faisant n'importe quoi, en délirant mal. Donc ils préfèrent nous payer un hôtel pour qu'on soit en sécurité. À 13 et 15 ans, Karima et Barbie disent n'avoir jamais cédé aux pressions des garçons. Est-ce que vous pouvez ramener du café? Du café pour se réveiller, du cannabis pour oublier cette drôle de vie. Depuis des mois, elles ne connaissent que l'école de la rue. Pour les filles les plus influençables, il y a par exemple le racket et le racolage. Il y a des meufs, elles missionnent les gens, et après elles prennent leur carte bleue et tout, le code et tout, elles appellent leurs copains, ils les attendent en bas, ou sinon ils montent avec des couteaux, des armes, et ils se barquent. Déjà condamnées plusieurs fois par un juge, Karima et Barbie n'ont ni parents, ni professeurs, ni éducateurs à leur côté. De ces 2 années d'errance, elles ne retiennent que l'amertume. Je me suis fait griller, ça veut dire je suis allée jusqu'en justice. J'ai pleuré, hein. Je me suis excusée, j'ai demandé pardon. Mais franchement, c'est dégoûtant ce que j'ai fait, j'ai compris. Mais c'est obligé quand on habite dans un quartier de passer par là. C'est vraiment, t'as de la chance si tu passes pas par là. Si tu pouvais changer quelque chose dans ta vie, là, comme ça, qu'est-ce que tu changerais? D'être bien avec ma mère. Aller à l'école. Reprendre ma vie normale, quoi.
C'est pas une vie normale, c'est pas une vie ça. Traîner dehors, tout. Faut étudier, sinon c'est pas une vie. Faut avoir un travail. Sinon t'es de la merde. Depuis quelques jours, des renforts de police ont investi la place des fêtes. Résultat, la délinquance s'est déplacée ailleurs. Karima et Barbie, elles, ont encore fugué. Un appel au secours que les adultes n'ont toujours pas entendu. Un verdict très attendu en Belgique. Le pasteur Andras Pandy a été condamné à la prison à perpétuité pour le meurtre de 6 membres de sa famille, notamment 2 ex-épouses et 2 de ses fils. Les corps avaient été dissous dans l'acide domestique. Sa fille, reconnue coupable elle aussi pour 5 des 6 meurtres, a été condamnée à 21 ans de prison. À Marseille, l'arrestation de celui qu'on présente comme un parrain du milieu, Jean-Luc Barézy. L'homme est aussi un agent de joueur mandaté par l'OM, mais l'affaire concernée n'a rien à voir avec le club. Il s'agit de racket sur le port de Marseille. Cette arrestation a été rendue possible grâce à un témoin capital. Notre équipe a pu rencontrer cet homme qui a brisé la loi du silence. Caroline Gauthier, Christophe Larocca sur place. Jean-Luc Barézy derrière les barreaux. Un coup dur pour cet homme très discret, aucune photo de lui, aucune image publique. On le présente comme un proche du grand banditisme, mais son casier judiciaire est vierge. Une figure du milieu marseillais qui serait aujourd'hui impliquée dans une affaire de trafic d'influence sur le port de Marseille. Un port où circulent depuis bien longtemps toutes sortes de rumeurs. Sur ces quais se croisent Jean-Luc Barézy et Edmond Goubert, une personnalité de la vie portuaire, l'influent directeur de Marseille Manutention. De lui, on est sans nouvelles depuis le 11 janvier dernier. Les policiers iront jusqu'à sonder les eaux du port en vain. Quel lien entre ces 2 hommes? De quelle sorte de trafic serait-il question? Un seul homme apporte aujourd'hui des éléments de réponse. Ernest Vitiglio. Il travaille depuis 30 ans dans la sécurité sur le port de Marseille-Fos et raconte comment Edmond Goubert aurait tenté de le racketter. Chaque mois, c'est variable. Ça peut être 20 000, 30 000, 100 000, 5 000, 50 000. Je ne sais pas, c'est au gré du marché. Il a ajouté une condition que nous embauchions donc la compagne. D'ailleurs, je ne savais pas que c'était la compagne de M. Barézy. Nous ne l'avons jamais vue. Il s'est avéré qu'à la fin du mois, il a fallu qu'on lui paye un chèque de 10 000 francs qu'elle a encaissé. On a très vite compris que si, on nous a fait comprendre que si on voulait travailler sur le port de Marseille, il y a M. Goubert ainsi que, je ne sais pas moi, son entourage. L'on m'a dit, les caisses de mort sont prêtes. Suite à ces menaces, Ernest Vitiglio porte plainte. C'est ce qui vaut aujourd'hui à Jean-Luc Barézy d'être mis en examen pour extorsion de fonds et menaces de mort. Son avocat réfute ces accusations. Celui de la famille Goubert dit ne rien savoir. Soutenu par Maître Collard, Ernest Vitiglio s'est constitué partie civile et rien ne le fera taire. Une grande étude sur les rivières de France, elle indique que moins d'un cours d'eau sur 6 est vraiment en bon état d'un point de vue écologique. En revanche, plus d'1 sur 5, 22% exactement, serait très dégradé. Exemple dans l'Hérault avec le Lez qui traverse Montpellier, aménagement urbain, rejet chimique. Les vieux pêcheurs ne reconnaissent plus leurs rivières. Karine Comazzi, Denis Pardano. Transformer une rivière en plan d'eau urbanisé, cela fait certes prospérer les petits bateaux, mais certainement pas les poissons. Jadis poissonneuses, les eaux du Lez qui traversent Montpellier ne permettent plus à certaines espèces de se reproduire. Nous sommes dans une rivière dont l'état écologique est, on pourrait dire, perturbé. Parce que lorsqu'on regarde la rivière, on s'aperçoit finalement que les berges sont artificialisées, elles sont en béton, on n'a pas d'arbres qui pourraient apporter de l'ombrage, on n'a pas des enrochements qui permettraient aux poissons de se réfugier, on n'a pas de végétation aquatique qui permettrait aux poissons de se reproduire. Un peu plus loin, un véritable poisson d'avril. Mal calibré, le barrage ne dispose à ses pieds que de 5 cm d'eau. Pas de chance pour les carpes qui, en voulant descendre, s'assomment sur le béton. 5 km en aval, ce sont les eaux de rejet de la station d'épuration qui ont fait disparaître 13 des 15 espèces présentes dans le Lez. De zone dégradée en zone perturbée, il n'y a qu'à la source de la rivière que l'état écologique est favorable aux poissons. Les écoulements sont très diversifiés. On a des berges végétalisées qui apportent de l'ombre l'été pour éviter que l'eau se réchauffe trop. On a un débit qui est assez soutenu et on voit un lit avec des graviers, des matériaux, un habitat très diversifié. Samedi, jour d'ouverture de la pêche à la truite, les amateurs s'armeront de patience. L'espèce, amatrice d'eau de bonne qualité, se fait de plus en plus rare.
Et sans surprise, ce sont les rivières en amont, en montagne, qui sont les mieux préservées. Et puis rappelons que la pêche à la truite ouvrira samedi. À propos de pêche, la pêche d'esturgeon et l'exportation de caviar sont à nouveau autorisées pour les pays riverains de la mer Caspienne, Azerbaïdjan, Russie, Kazakhstan, Turkménistan. Des quotas leur ont été alloués. Explication Béatrice Blondeau. Il ne paie pas de mine, cet esturgeon. Mais pour ces pêcheurs de la mer Caspienne, le caviar dont il est tout entier empli est le bien le plus rare, le plus précieux. Pour la Russie, le Kazakhstan, le Turkménistan et l'Azerbaïdjan, depuis 10 mois, cette pêche était interdite. La survie même de l'espèce était en jeu. Aujourd'hui, à Genève, la Convention des espèces sauvages menacées revient sur sa décision. Oui à la pêche, mais avec des quotas. Au total, 142 tonnes, pas une de plus, pourront être exportées, soit presque 10% de moins qu'en 2001. Des mesures qui permettront peut-être de réduire le braconnage et le marché noir qui sévissaient sur les rives de la mer Caspienne depuis l'interdiction de pêche il y a 10 mois. Opération réussie pour la NASA. Le télescope Hubble a été réanimé avec succès au terme d'une opération à cœur ouvert après 4h30 de sommeil. Ce sont les termes de la NASA qui aiment les métaphores médicales. Il s'agissait, je vous le rappelle, de remplacer le système électrique central. Une nouvelle vie commence pour Hubble. Et toujours dans l'espace, le miracle de la sonde Pioneer 10. Lancée il y a 30 ans, elle est aujourd'hui à 12 milliards de kilomètres de la Terre. Les techniciens lui ont lancé un nouveau signal sans trop y croire. Ils ont obtenu une réponse. Patrice Pelé. Il ne faut jamais désespérer. C'est un peu la leçon de cette belle histoire. Lancée en mars 72, voilà 30 ans, la sonde Pioneer 10, après un voyage de 2 années vers Jupiter, devait logiquement tomber en panne. Mais la NASA a voulu vérifier son état. Samedi dernier, les ingénieurs ont envoyé un message radio vers la sonde. Et là, miracle, elle a répondu. À 12 milliards de kilomètres, le signal a été renvoyé vers la Terre. Un exploit rendu possible grâce au générateur d'électricité au plutonium qui fonctionne donc toujours, mais bien faiblement. Sa puissance n'est plus que d'1 millième de milliardième de watts, pas même l'énergie d'un téléphone portable. Seul dans l'espace, le messager des terriens est toujours en vie et poursuit sa route. Heureusement, car il emporte dans ses flancs ceci, une plaque, la représentation humaine et la position de la Terre. Notre cœur bat très fort car dans 2 millions d'années, la sonde s'approchera d'Aldébaran, l'une des étoiles de la constellation du Centaure, et là on rêve qu'elle tombe entre les mains des extraterrestres. Voilà, on est presque dans le surréalisme et précisément cette exposition sans précédent au Centre Pompidou à Paris, Breton, Dali, Marx Ernst ou encore Man Ray, les œuvres de 60 artistes surréalistes sont réunies jusqu'au 24 juin avec une attention particulière donnée à la peinture. Michel Monpontet, Philippe Luzzi. Le surréalisme, ça pourrait commencer un peu comme un portrait de famille. Avec ses agités du bocal, ses peintres irrespectueux, ses poètes d'entre-deux-mondes et un chef, bien sûr, ou plutôt un pape, sérieux et dogmatique, André Breton. Et pour tous un point commun, ils sortent tous aveuglés par une vision d'horreur. La boucherie de 14-18. Les temps rouge sang et un monde qui devant leurs yeux s'est effondré. Alors, dès 1920, ils ont décidé que le ciel était désormais plus intéressant que la terre. Que le sommeil, même habité de monstres, était plus captivant que la réalité. Mais malgré leurs efforts, il y a toujours au début les membres coupés et les corps vides, comme ici chez Giacometti, avec ses yeux vidés. Ils viennent tous de la guerre, ils ont tous vécu la première guerre, ils étaient horrifiés par la guerre, ils ont essayé vraiment de dépasser la situation politique, économique et sociale. Le langage d'avant la guerre était souillé de sang, alors ils ont inventé un nouveau langage. Et des mots qui ne se connaissaient pas se sont rencontrés pour la première fois, juste pour voir, juste pour ne pas parler comme avant la guerre.
Fini. Fini, la peinture propre et bien faite. Avec les surréalistes finis et recommencés dans les décombres, comme pour exorciser de nouvelles peurs à venir, de nouvelles terreurs. Le sport, football d'abord, match avancé de la 28e journée du championnat de France. Bastia recevait le Paris Saint-Germain. Les Parisiens l'ont emporté à l'extérieur, donc 1-0. But de Hogbé à la 50e minute. Du ski à Altenmarkt en Autriche, Mélanie Sujet a pris la 3e place de la dernière descente de la saison. Pourtant la Française, vous l'avez vu, s'est faite une frayeur sur la dernière bosse du parcours. Descente remportée par l'Autrichienne Michaela Dorfmeister chez les hommes. Victoire de l'Autrichien Eberharter dans la même discipline. Retour sur l'information principale de cette fin d'après-midi et nous retournons à Val d'Isère, retrouver Virginie Fichet. Nous vous signalions que 6 skieurs étaient portés disparus depuis lundi soir. Apparemment, on a des nouvelles. Virginie, elles ne sont pas très bonnes. On signale la mort d'au moins un skieur. Avez-vous d'autres précisions ? Eh bien David, c'est difficile pour l'instant d'avoir des précisions. On ne sait pas vraiment si ce corps qui aurait été retrouvé faisait partie du groupe concerné ou non. Il faut dire que les conditions météo de ces derniers jours ont provoqué énormément de coulées de neige et d'avalanches. Donc c'est très difficile pour l'instant de savoir exactement ce qu'il en est. Ce que je peux vous dire, c'est que pour l'instant, en tout cas, alors je vous parle, les recherches se poursuivent. Que c'est vrai que dans l'après-midi, elles ont été assez peu fructueuses. L'ensemble des refuges, par exemple, ont été fouillés sans succès. Et à présent, les pisteurs et les gendarmes quadrillent une zone, continuent à chercher sur un endroit qui se nomme ici le lit de la Calabourdane. Le secrétaire général de la mairie, qui coordonne un peu ces secours, nous expliquait que c'est un endroit hors piste, assez proche de la station et assez accessible, même pour des skieurs moyens. Donc on continue un petit peu à chercher dans ce secteur, mais toujours à l'aveugle. Il y a une centaine d'hommes maintenant là-haut, une centaine, parce que spontanément, des moniteurs, des guides, des professionnels de la montagne sont venus prêter main forte aux pisteurs et aux gendarmes. Et ils devraient continuer normalement à chercher au moins jusqu'à 22h, 22h30. Et dès demain matin, la préfecture de Savoie va monter ici même une cellule de crise. Voilà à peu près le point qu'on pouvait faire ce soir, David. Merci Virginie. Donc un corps retrouvé, on ne sait pas s'il s'agit d'une personne qui appartenait au groupe de ces 6 skieurs portés disparus, originaires de la région lyonnaise. Ils étaient venus skier lundi. Depuis, on était sans nouvelles d'eux. Fin de cette édition, à suivre la météo, Patrice Drevet, l'info sur France 2 avec d'autres nouvelles, minuit 45, Laurence Piquet pour le dernier journal, dès 6h30, Télématin, Françoise Laborde recevra Michel Barra au 4 vérités, grand maître de la Grande Loge de France. On se quitte avec ces images du Prince Charles. Lors de sa visite au Brésil, il goûte aux joies de la danse à Rio de Janeiro, le Prince Charles et la samba. À demain.